Chers collègues, donc avant d'évoquer quelques points de l'ordre du jour, je souhaiterais tout d'abord, en votre nom à tous, avoir une pensée pour deux de nos collègues qui viennent de disparaître. Marie-Françoise Kurdziel, d'une part, qui était membre de notre Assemblée et de la Commission permanente depuis 2016. Elle est décédée la semaine dernière, enseignante d'histoire, directrice d'établissement. Élue municipale et régionale, Marie-Françoise Kurdziel a exercé son mandat régional avec beaucoup de discrétion, mais aussi d'engagement, avec une grande rigueur et une courtoisie constante. Notre autre collègue disparu, c'est Laurent Martin, comme vous le savez, qui était également membre de notre Assemblée depuis 2016. Il est décédé en juillet dernier après un long et courageux combat contre la maladie. Il était loyal, défendant avec passion à la fois son département, l'Orne, mais aussi sa région. Il avait fait un boulot formidable à la tête du parc Normandie-Maine, dont il était le président, lui permettant d'obtenir notamment le label Géoparc mondial de l'UNESCO. Je garde encore la fierté qui était la sienne lors de la célébration de cette réussite l'année dernière à Carouge. Et donc, je vous propose de respecter en leur mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Je souhaite la bienvenue à deux nouveaux conseillers régionaux, même si on préfère les voir arriver autrement. Jean-Vincent Dulac, qui va succéder à Laurent, et Patrice Martin, qui, lui, intervient et arrive à la suite de la démission d'office de Nicolas Bay. Je sais que l'un et l'autre sont des élus engagés dans leur territoire, et donc j'espère qu'ils sauront mettre leur expérience au service de la collectivité régionale. J'en profite pour ouvrir le débat de politique générale pour vous dire que cette séance sera essentiellement consacrée à des questions budgétaires, comme à chaque fois, et que nous baptiserons ce midi l'hémicycle du Conseil régional de Normandie au nom d'Antoine Ruffnac, en présence de son épouse et de sa famille et de ceux qui ont été ses proches compagnons de route en matière politique. Le maire du Havre sera là aussi. Ce baptême, c'est un geste de reconnaissance envers une grande figure politique régionale, dont je rappelle qu'elle a toujours été, par ailleurs, favorable à la réunification de la Normandie. Voilà pourquoi il me semblait que cela avait du sens dans notre région désormais réunifiée. Nous allons évoquer tout à l'heure à la fois les débats ferroviaires et les débats budgétaires. Tout ça pour le budget intervenant dans un climat politique que je n'ai pas besoin de qualifier. Les chutes successives de Michel Barnier et de François Bayrou, de Sébastien Lecornuin, puis les épisodes depuis une dizaine de jours, plongent la France à la fois dans une crise politique majeure, mais aussi, au rythme où on va, une crise économique qui est en train chaque jour d'apparaître par les difficultés des entreprises dont nous sommes saisis, Sophie Gauguin et moi-même. Les derniers développements sont tellement concernants que je n'en parle même pas. Je voudrais juste vous dire que dans ce contexte, élaborer le budget 2026 est un exercice compliqué. C'est un exercice qui s'effectue dans le brouillard le plus complet.
Ce dont nous sommes sûrs, en revanche, c'est la ponction sur les collectivités locales qui a d'ores et déjà été initiée, qui va se poursuivre, et cela quel que soit le scénario politique et budgétaire de notre pays dans les prochaines semaines. Sans doute, le prélèvement sur les collectivités locales sera aux alentours de 5 milliards, si on se base sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et donc, nous allons élaborer un budget 2026 avec l'hypothèse la plus mauvaise pour nous, afin que nous puissions travailler avec le plus de sérieux possible. Donc, on va partir d'une hypothèse pessimiste et en espérant que dans les prochaines semaines, on aura quelques bonnes nouvelles, puisque, comme vous le savez, les ponctions réalisées sur les collectivités locales sont bien au-delà à ce qu'elles représentent en matière de dépenses publiques et aussi en matière d'endettement. Ce qui veut dire que pour nous, si on continue comme ça, on sera aux alentours de 25 à 30 millions d'euros de prélèvements de recettes en moins, ce qui veut dire qu'on est déjà à 170 millions d'euros de réduction des recettes, ce qui est quand même absolument gigantesque, et qu'il y aura pour nous à la fois l'obligation d'être extrêmement contraints sur les dépenses de fonctionnement, sans renier ce que nous faisons, et par ailleurs maintenir une capacité d'investissement suffisante, mais bien sûr la réduire pour nous éviter le mur de la dette. Je vous rappelle que la moyenne des régions françaises est à environ de 7 ans de désendettement, mais que certaines régions sont au-delà de 10 ans aujourd'hui, et que pour l'instant, nous sommes à 4 années, 16, me dit le DGS, même si on va connaître une augmentation obligatoirement rapide compte tenu de la réduction de nos dépenses de fonctionnement. 600 millions d'euros d'investissement, nous passerons probablement aux alentours de 500 millions si on veut arriver à tenir le cap budgétaire. Je vous rappelle qu'en 2024, nous avons, comme les années précédentes, énormément investi, 274 euros par habitant. En comparaison, PACA, c'est 166 euros, Hauts-de-France, 163, Nouvelle-Aquitaine, 171 euros par habitant. J'alerte de nouveau sur le risque d'une telle situation pour nos collectivités régionales, qui sont des collectivités dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'elles jouent un rôle clé en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, d'infrastructures, de financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, de financement de nos lycées, et que le seul pôle de stabilité, comme me disait Sophie il y a 2 minutes, que représentent les régions dans la vie politique française, va être terriblement menacé par les difficultés budgétaires que vont avoir toutes les collectivités régionales, et j'allais dire départementales aussi, parce que les départements sont aussi dans une situation compliquée. Nous allons d'ailleurs en matière économique, avec Sophie, nous avons décidé de réunir l'ensemble des 5 banques principales de la région pour faire un point avec elles sur la situation des entreprises et essayer de faire en sorte qu'on puisse mettre en place un certain nombre de moyens, notamment dans le cadre d'armes, pour essayer d'en sauver au moins quelques-unes pour celles sur lesquelles la situation semble encore possible d'être renversée. Au chaos politique, j'ajoute que nous allons avoir des marges de manœuvre qui vont être réduites, mais nous avons aussi un chaos politique qui conduit, je vous le rappelle, à des conséquences en matière financière et de PIB qui sont très significatives, puisque je vous rappelle que l'OFCE a chiffré à 15 milliards d'euros les conséquences de la situation politique du pays. C'est-à-dire que, grosso modo, on estime que cela a affecté le PIB national d'environ, d'ores et déjà, de 15 milliards d'euros. L'autre grand sujet, c'est le ferroviaire, avec la poursuite de l'ouverture à la concurrence, qui est une obligation pour toutes les régions françaises. Nous aurons l'occasion d'en parler, Jean-Baptiste vous fera un point précis là-dessus. Notre assemblée plénière de décembre désignera l'attributaire du contrat de l'Étoile de Caen.
qui est la première étoile que nous avons ouverte à la concurrence, qui, comme je le disais aux cheminots que je recevais avant d'arriver ici, qui correspondra tout de même à une très très forte augmentation du service ferroviaire sur la région, avec une augmentation de 50% du nombre de trains sur l'étoile de Caen, et avec des bons considérables sur un certain nombre de dessertes, comme par exemple le Caen-Cherbourg, qui va passer au-delà des Omnéos, de 4 trains à 8 trains par jour, c'est-à-dire que grosso modo, il y a des trains toute la journée sur le Caen-Cherbourg, ou comme je vois le maire d'Évreux, entre le Caen et Évreux, où on va passer de 1 aller-retour par jour à 8 allers-retours par jour. Tout ça avec un prix qui, au kilomètre ferroviaire, va être réduit de 50%. Je vous rappelle que la SNCF nous facturait le kilomètre ferroviaire à 22 € et qu'on passe à 11 € du kilomètre ferroviaire. Et je disais donc aux cheminots qu'il fallait se poser la question de savoir pourquoi on n'avait pas pu avoir de meilleurs prix avant par la SNCF. Bref, on avait deux offres qualitatives, deux offres de très bonne qualité. Ça ne remet en rien l'effort qui a été effectué par la SNCF pour améliorer la qualité du service. Ça ne remet pas en cause le boulot qui a été effectué par la collectivité régionale depuis 10 ans pour essayer d'arriver à ce taux de satisfaction dont me rappelaient les cheminots, qui était aujourd'hui de 92% par les usagers du train. Mais très clairement, l'offre de la RATP était meilleure que l'offre de la SNCF et que tout autre choix n'était absolument pas possible. Nous allons donc aujourd'hui nous prononcer aussi sur la forme de gestion du futur lot Étoile de Rouen et aussi sur la création de la SPL commune avec la région Pays de la Loire. L'Étoile de Rouen, c'est 2,5 millions de trains-kilomètres, un peu moins de circulation que sur l'Étoile de Caen, mais une étoile plus complète avec un tissu urbain plus dense, ce qui devrait nous permettre de développer ou de faire la première marche du service express régional métropolitain normand. Sur l'étoile du Mans, c'est un périmètre interrégional, comme vous le savez, qui unit donc nos deux régions, Pays de la Loire et Normandie, pour commander ensemble une future flotte de rames et pour construire un nouvel atelier qui sera dédié à ce nouveau service. Vous l'aurez compris, nous mettons tout en œuvre pour que cette transformation profonde qu'on nous demande d'opérer sur notre système ferroviaire soit réussie et soit bénéfique aux Normands. C'est le message que je viens de faire passer à la représentation, à l'intersyndicale qui est venue nous voir, et je me suis engagé à les rencontrer aussi souvent que nécessaire, notamment pour la vérification que le bagage social lié au transfert s'effectue sans aucune réduction des acquis sociaux des salariés et des cheminots. Voilà les quelques éléments que je voulais évoquer avec vous en préambule de cette séance. Je vous remercie.